Merci Arnaud, merci à vous, merci d'être présent pour cette première. Avant d'entrer en matière, je voudrais remercier toute l'équipe de TED Orthopédics sans laquelle cette aventure n'aurait pas été possible et plus particulièrement ce premier webinaire. Nous sommes ici pour parler de téléconsultation et de kinésithérapie du sport et nous allons donc commencer comme il se doit par une introduction. Alors, parler de kinésithérapie du sport et de téléconsultation nous apparaît vraiment très important aujourd'hui. Non seulement, bien sûr, puisque le Covid-19 nous a mis tous dans des circonstances particulières où les façons de consulter habituellement ont été réduites à zéro jusqu'ici, et ceci probablement de manière encore durable, bien que le déconfinement s'annonce et qu'il y aura certainement des assouplissements des règles. Mais avant de retrouver notre régime de croisière, de consultation en cabinet, je pense que du temps risque de passer. Mais aussi, ça va au-delà des circonstances du moment, je pense que les pratiquants du sport aujourd'hui ont beaucoup changé. La preuve en est, je dirais qu'il y a de plus en plus de participants à des sports extrêmes. On entend parler d'Ironman, de Spartan Race, de triathlon. Et je pense que dans ces conditions, les perspectives du kiné et du sport ont dû évoluer et doivent changer. Ça fait des années que des conseils nous sont demandés, souvent par téléphone, et les patients, on le voit bien, sont en recherche d'informations sur le net, auprès de coaching, etc. Donc je pense qu'il est temps un peu d'ordonner tout cet environnement et que le kiné est certainement l'acteur de santé le mieux placé pour ça aujourd'hui. Alors, on va passer tout de suite, après cette introduction, à quelques définitions, quelques précisions concernant ce qu'on entend par téléconsultation. Il y a quelque temps de ça, c'était un terme qui était absolument inconnu et on ne voyait pas très bien ce que ça pouvait cacher. Alors, ça a été bien entendu cadré par quelques textes législatifs. Il faut dire que jusqu'ici, la téléconsultation était plutôt confidentielle et réservée aux médecins dans un premier temps. Depuis 2018, les actes de téléconsultation sont pris en charge pour les patients sur tout le territoire et pour tous les patients. Ça s'adresse bien entendu aux consultations médicales. Depuis le 20 mars 2020 jusqu'au 31 mai 2020, les règles de la téléconsultation se sont un peu assouplies, notamment par rapport à la notion de médecin référent. Aujourd'hui, cette notion-là a été abolie. Et l'élargissement s'est fait au profit notamment des infirmiers diplômés d'État qui ont désormais capacité à réaliser des actes de téléconsultation, de télésuivi. Il n'y a plus de ticket modérateur pour les patients Covid, ni de forfait à 1 €. Le texte précise les conditions matérielles minimales pour la téléconsultation, à savoir, bien entendu, un moyen de communication par vidéo. Suivant l'autorisation qui a été donnée aux infirmiers, il pouvait difficilement se concevoir que les kinés ne soient pas concernés par l'élargissement de ces règles. Et c'est ce qui a été fait depuis le 20 avril, 18 avril précisément. Concernant donc les kinés, les règles imposent également une vidéotransmission en utilisant un site ou une application sécurisée, comme pour les médecins, et bien entendu la mise à disposition d'un matériel permettant les vidéotransmissions, tant du côté du kiné que du côté de celui qui consulte. Cette possibilité est pour l'instant limitée dans le temps jusqu'au 11 mai 2020, on comprend pourquoi. Une précision importante, la première téléconsultation doit se faire au contact du patient, c'est-à-dire à son domicile, des actes qui ont été permis jusqu'ici pour les kinésithérapeutes, afin de rester en conformité avec les règles applicables pendant le confinement.
Si le patient vous est déjà connu, cette règle ne s'applique pas. Donc, pour tous les patients que vous aviez l'habitude de suivre en cabinet, vous n'avez pas besoin d'aller les consulter une première fois à leur domicile. Pour les patients très dépendants, la présence d'un aidant est requise. Et pour celle des mineurs, celle d'un parent ou d'un majeur est requise aussi. Quelles sont les pathologies susceptibles d'être prises en charge à distance? Je dois dire qu'elles sont presque pas limitées. C'est une liste que je vais vous donner qui est vraiment un peu longue. Je vous prie d'excuser la longueur de ce morceau, mais je pense que c'est important d'en faire un tour exhaustif. Alors, les actes qui sont susceptibles d'être remboursés et pris en charge à distance, donnant lieu donc à remboursement par la sécurité sociale, un membre et sa racine, quelle que soit la nature et la localisation de la pathologie traitée. On voit d'emblée qu'on a voulu élargir le contexte. Tout ou plusieurs membres et le tronc ou plusieurs membres. Le rachis et les ceintures, les rééducations de l'enfant et de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis, les patients atteints de rhumatisme inflammatoire, type polyarthrite, les rééducations abdominales pré-op, post-op et postpartum, les atteintes maxillofaciales, alors là avec un petit bémol, l'exclusion des paralysies faciales, les patients atteints d'insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement aux articulations et ou troubles trophiques, les patients atteints d'artériopathie des membres inférieurs, les hémiplégies, les affections neurologiques stables ou évolutives, type Parkinson, les bronchopneumopathies obstructives ou restrictives, en dehors des situations d'urgence. Voilà l'exception notable, puisqu'on comprend bien que dans un contexte d'infection à type respiratoire, on doit en ce moment exclure forcément les situations d'urgence. Les atteintes localisées à un membre ou à un tronc, les atteintes de plusieurs membres et du tronc ou de plusieurs membres. Voilà une liste donc que je viens de terminer, une liste déjà longue qui sera certainement amenée à évoluer, plus ou moins, et on en reparlera dans le chapitre du rôle du kiné. Chapitre numéro 3, quel est l'intérêt de la téléconsultation? Alors, le fait déjà de ne plus rendre nécessaire la rencontre physique du soignant-soigné, tel qu'on a connu pendant des années nos consultations, présente de nombreux avantages. Certainement que d'autres sont à découvrir, mais j'en ai listé quelques-uns. Où que le patient soit, déjà, il peut consulter. De chez lui, bien sûr, mais de son lieu de travail, en déplacement professionnel ou en déplacement à titre personnel. Cette flexibilité est quelque chose de tout à fait inédit. Elle peut se comparer au passage de la téléphonie filaire, où on était obligé d'être à proximité du dispositif, à l'utilisation du téléphone portable avec toute la flexibilité que cela représente. La disparité territoriale de l'offre de soins n'est plus si problématique. On ne parlera désormais, et grâce à la téléconsultation, plus tellement de déserts médicaux. On a la possibilité aujourd'hui de gommer cet inconvénient-là. Notre parent âgé ayant des difficultés à se déplacer est maintenant plus facilement pris en charge. La téléconsultation participe également à la réduction de l'intensité de la circulation des flux et des flux automobiles dans les grands centres surchargés. Donc, on a un intérêt écologique évident à développer ce type de consultation. Elle désengorge aussi les cabinets aux heures de pointe. Ça, c'est plutôt valable pour les cabinets des grands centres qui sont assaillis de patients qui veulent prendre rendez-vous dès leur journée de travail terminée, et avec toutes les difficultés de prise en charge que vous connaissez. Ça, c'est une chose. Et aussi, il faut le voir au jour de la
pathologie Covid du moment, qui est que désormais, il sera peut-être moins opportun de prendre de nombreux patients dans des surfaces de confinement qui sont relativement réduites. Je ne sais pas d'ailleurs si les gens seront enclins à accepter ce qui se faisait par le passé, à avoir plusieurs patients dans la même salle. Ça présente des dangers évidents. Donc, c'est une alternative intéressante aux conditions du moment. La téléconsultation, sous réserve qu'elle permette, qu'elle soit réalisée dans des conditions de transmission sécurisées, facilite finalement la prise en charge de rééducation de manière générale, mais il y a un sujet aussi qui mérite d'être souligné. Pour ceux qui pratiquent la rééducation périnéale, avec toute la difficulté du contact intime, etc., on aura, si les outils nous le permettent, des capacités de prendre en charge des gens qui, ma foi, jusqu'ici faisaient preuve de retenue par rapport à une certaine pudeur. Voilà quelque chose qui est enthousiasmant parce que ça nous ouvre une chambre des possibles qui jusqu'ici restait vraiment insoupçonnée. Mais quels sont les outils pour faire face à cette les outils disponibles pour mettre en place cette téléconsultation? On pouvait être enthousiaste à l'idée de disposer de nouveaux moyens de consultation, mais il faut néanmoins revenir à la réalité et constater que les outils nécessaires restent pour l'essentiel à inventer. Actuellement, le côté créatif des kinés, associé aux moyens vidéo disponibles, constitue le socle sur lequel peut s'asseoir cette opportunité nouvelle qu'est la téléconsultation. En dehors de ces moyens classiques, quelques sites avec des banques de données, des vidéos téléconsultables par pathologie, par région, sont disponibles, mais il faut reconnaître que beaucoup restent à inventer. On rêve d'outils performants, faciles à utiliser et d'un coût acceptable pour la sécurité sociale, le patient et le kiné. Alors, quel est le rôle de la kinésithérapie, du kinésithérapeute du sport dans la téléconsultation? Revenons un petit peu en arrière et précisons quand même que le métier de kiné est finalement quelque chose qui est apparu récemment dans l'offre de soins, la profession étant reconnue officiellement depuis 1946. Et si l'appellation commune est celle de kiné, en fait, elle devrait être précisément dénommée masseur kinésithérapeute rééducateur. Ça n'est pas une question de style ou de sémantique, mais ni de détail. La complexité de cette dénomination dénote que le législateur a dû, au cours du temps, faire évoluer l'appellation en suivant les compétences que ces soignants ajoutaient à leur art au fil des années. Et je pense que la spécialité la spécialité de kiné du sport n'est malheureusement pas encore actée par le législateur. J'ai cherché, il n'y a pas de diplôme de kiné du sport. Cela viendra-t-il bientôt? On peut l'espérer, mais aujourd'hui, en l'état, à part quelques formations dispensées par certaines structures comme l'UREPS, on est en droit de se demander quelles sont les qualités requises pour exercer le métier de kiné du sport. À défaut de reconnaissance officielle, quelles sont les qualités qu'un kiné doit savoir développer pour se prétendre être en capacité de suivre cette population de patients très spécifiques que sont les sportifs de plus ou moins haut niveau. Ayant évolué dans cet environnement pendant des années, à mes yeux, les qualités requises sont triples. D'abord, la précision. La précision, pourquoi? Parce que s'adressant à des sportifs de haut niveau, vivant de leur sport et envisageant une carrière, le diagnostic est d'autant plus important que le traitement est aussi important que le traitement, ils se doivent d'être au top de la précision.
De bonnes connaissances du sport pratiqué et de la physiopathologie de celui-ci sont, à mes yeux, des atouts majeurs. Numéro 2, la disponibilité. L'interrogation par rapport à un état plus ou moins bien ressenti peut arriver à tout moment pour un sportif, que ce soit dans une épreuve ou même dans sa vie privée. Il y a des grands moments d'angoisse comme ça pour lui, et je peux vous assurer que ce doute va rapidement devenir une obsession pour le sportif, qui, de ce fait, n'hésitera pas à solliciter, à vous solliciter, vous les kinés du sport, de manière quasi immédiate, par téléphone, mail ou visioconférence. Moi, j'ai eu des cas comme ça où il a fallu que je réponde à des heures comme des heures, 2 heures du matin. Voilà. Le kiné du sport devra donc désamorcer les situations avec tact et rassurer le sportif sur son état et l'évolution qui en découle. Ici, le kiné devra faire preuve de grande qualité psychologique. Donc, disponibilité, psychologie. Donc, numéro 3, la rapidité. La proposition thérapeutique ainsi que le diagnostic doivent être faits rapidement, c'est essentiel. À la fois pour éviter les processus délétères que vous connaissez, inflammation, congestion, douleur, et qui, on le sait, ceux qui, on le sait, limitent les lésions secondaires dans l'hypothèse qu'on agisse rapidement, bien sûr, et l'allongement de la durée de la récupération post-blessure. Mais aussi, comme j'ai suggéré précédemment, afin de ne pas entamer le capital confiance entre soignant et soigné, ce qui est essentiel pour la suite. Donc voilà, précision, disponibilité, rapidité. Mais il faut ajouter quelque chose concernant le dernier chapitre qui est le capital confiance. C'est peu su, mais le kiné aujourd'hui a un capital de confiance qui a été évalué selon une étude de 2014 à 84%. La population en général fait confiance au kinésithérapeute à 84%. C'est à rapprocher de 78 pour le médecin généraliste ou de 68 pour le pharmacien. Donc, je pense que le kiné se situe aujourd'hui à un moment et à un endroit charnière dans l'évolution de son métier. Les nouvelles technologies, autant que les récents bouleversements que nous vivons, amènent aussi de grands changements. À lui de profiter de ses atouts, ses compétences, sa formation, son adaptabilité et ce fameux capital confiance. Venons-en maintenant à l'intérêt que présente TED Orthopedics. Je développerai ce sujet et je laisserai la parole ensuite à Arnaud Pioli qui vous fera une démonstration du produit parce que au-delà du discours, rien ne vaut le vécu, le voir. C'est essentiel dans un dispositif comme ça. C'est très difficile d'en parler parce que ça représente une rupture technologique qui, de mon point de vue, est aussi importante que le passage de la bougie à l'ampoule électrique. Donc, vendre une bougie pour une autre bougie qui serait meilleure, on peut toujours comparer la durée, la capacité d'éclairage, etc. Passer de la bougie à l'ampoule électrique, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, je vais essayer de décrire dans un premier temps et ce sera démontré dans un deuxième temps. Donc, l'intérêt de TED Orthopedics. Vous le savez, TED Orthopedics est la seule attelle de genou connectée disponible sur le marché aujourd'hui. Elle était conçue pour être facile de mise en œuvre, non contraignante vis-à-vis de la physiologie articulaire et peu chère afin de s'adresser au plus grand nombre. C'est un outil qui est utilisable directement en cabinet par le kiné, qui est en fait, à ce moment-là et dans cette utilisation, un véritable assistant de rééducation. Cette utilisation en cabinet peut se prolonger au domicile et c'est même souhaitable parce que quand vous aurez l'outil en main, vous serez à même de l'expliquer, de le démontrer au patient et le patient pourra bénéficier à ce moment-là d'une prescription du médecin, ce qui est habituel, mais sachez-le, le kiné peut lui-même la prescrire au titre de petit appareillage avec un remboursement de la part de la sécurité sociale évalué à 102 €, donc avec finalement
une prise en charge minime de la part de la mutuelle, on arrive quasiment à un reste à charge très très faible, puisque aujourd'hui nous vendons cette genouillère 199 € TTC. C'est un outil innovant qui fait appel aux dernières technologies d'intelligence artificielle et qui permet d'avoir un retour parlant sur un simple écran de smartphone. Ma mère, qui a bientôt 80 ans, sait se servir d'un smartphone et je lui ai montré comment elle pourrait se servir d'une telle interface. Elle n'y a pas trouvé de difficulté. Donc c'est un écueil qui nous est apparu assez rapidement, mais qui finalement n'a pas de véritable existence. C'est les grands-parents d'aujourd'hui, ça, on va envoyer des photos à leurs petits-enfants, etc. Et donc, l'utilisation est vraiment très simple. Elle a été conçue ainsi. L'orthèse offre également une précision de mesure de l'ordre de 2 degrés, ce qui est exceptionnel. La meilleure mesure à l'œil au gonomètre étant de 5 degrés. Cet outil-là surpasse les capacités d'analyse de n'importe quel œil humain. La collecte des données est consultable à distance, ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de travail en équipe. Le prescripteur, l'utilisateur et le kiné peuvent travailler en boucle pour le plus grand bien de tous. Elle est donc été pensée pour être simple, comme déjà dit, et elle est utilisable en traumatologie, type reconstruction de ligaments croisés ou même préparation à l'opération, dans tout ce qui est atteinte méniscale, et également en rhumatologie, un type de gonarthrose ou de syndrome fémoro-patellaire, donc en couvrant à peu près l'éventail de toutes les populations, des plus jeunes aux plus anciens. Je vais maintenant donc laisser la parole et la possibilité de démontrer à Arnaud. Merci pour votre écoute.